Vendredi 20 décembre 2019, marqué par ce cri de détresse des insuffisants rénaux à l'hôpital général de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Des personnes souffrant d'insuffisance rénale manifestent leur ras-le-bol depuis ce matin au centre d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé. Depuis une semaine, disent-ils, aucune séance ne leur a été administrée alors qu'il leur faut au moins 2 à 3 séances de dialyse par semaine. On ira retrouver Raksha Bassayena, notre reporter sur place. La terre a tremblé dans une partie de l'Afrique centrale. Révélation du ministre gabonais des eaux, des forêts et de la mer, de l'environnement chargé du plan climat dans un communiqué qui parle d'un séisme dont l'épicentre est situé à 90 km de Santo Antonio à Sao Tomé et Principe. C'est à 204 km de Libreville. Et puis, municipale et législative 2020 au Cameroun, la vice-présidente du conseil électoral remet du matériel au démembrement d'Elekam à Balmayo à Ngoumou. Nous ferons le point de cette descente dans ce 13h. Mouvement d'humeur ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Les malades souffrant d'insuffisance rénale dénoncent l'absence de traitement depuis une semaine. Aucune séance de dialyse. Pourtant, ces derniers ont droit à au moins 2 voire 3 séances de dialyse par semaine. Raksha Bassayena se trouve à l'hôpital général de Yaoundé. Bonjour. Bon après-midi Lille, bon après-midi à tous. Nous sommes actuellement en direct de l'hôpital général de Yaoundé. Vous pouvez le voir avec nous, il y a des malades qui souffrent de l'insuffisance rénale, qui ont décidé de manifester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de traitement. Ils demandent à ce qu'on les dialyse depuis pratiquement une semaine. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de médicaments. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'on va les laisser mourir? Alors on est allé vers eux pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils manifestent exactement. Chaque année, on n'a pas les soins. On ne donne pas les soins de qualité. Il n'y a pas la dialyse, les enfants, les élèves. On est jeunes, vous voyez moi-même, on a perdu notre vie. On sait qu'on est malade, on a tout perdu, on ne veut que les soins. Mais on ne nous donne pas les soins qu'on veut. Le président subventionne la dialyse, les gens mangent l'argent. On a levé un directeur, professeur Ndam, on a mis un autre. Rien n'a changé. On a grévé la dernière fois ici, là, il y a 3 ans. Le président de la République était en Suisse, il a envoyé un représentant. Ils sont venus ici, on a fait la réunion. Ils sont sortis. Ce qu'on a fait, le rapport n'est même pas arrivé, il tout dit. Ça arrivait, on a déchiré ça en route, on les a corrompus. Le problème dit depuis 7 ans. Moi, ça fait 12 ans que je dialyse. Vous voyez, on est jeunes, il y a les élèves, les étudiants. Cette nuit, j'ai perdu 2 élèves de 25 ans qui sont en terminale, ils sont morts. Vous voyez? On a déjà une maladie qui nous traumatise. On ne veut que les soins et c'est d'exemple. Vous l'avez entendu avec nous Lille, les patients disent qu'ils ne bougeront pas d'ici tant qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne veulent pas des paroles, ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'on va faire. Ils ont besoin de médicaments. Alors jusqu'à présent, le directeur de l'hôpital général n'est pas encore là. On attend la version de l'hôpital général et de ses représentants. Mais en attendant, de ce côté de l'hôpital général, la route est barrée, les patients manifestent, les conducteurs, les usagers sont priés de contourner. Ils attendent des solutions et nous aussi, on espère qu'on aura des solutions. Position, Luc Vondo, Raksha Bassayena. Merci de suivre pour nous cette actualité à Yaoundé. On va rester toujours dans les formations sanitaires avec l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala qui ouvre son portail au public à l'occasion des journées portes ouvertes. Les responsables de cette formation hospitalière de référence entendent ainsi faire connaître cette formation au public, surtout leur savoir-faire. Robert Charlitok, Thierry Nana. Comment faire connaître son savoir-faire et sa maîtrise à l'ouvrage à ses différents partenaires sanitaires et autres? Les journées portes ouvertes sont une aubaine à ce propos. Nous sommes à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, un moment qui a permis de découvrir un équipement de pointe en gynécologie, pédiatrie, radiologie, otorhinolaryngologie, ophtalmologie, odontostomatologie, anesthésie et bien d'autres. Vous avez donc pu voir du matériel de pointe qui est disponible et qui est fonctionnel
avec un personnel qualifié et qui attend les malades pour prodiguer les soins. Créé en 2014, cet hôpital de première catégorie a pour mission principale d'éviter les évacuations sanitaires à l'étranger. Il offre 3 types de soins. Pour l'année 2020, on parle de plusieurs innovations. Le problème d'infertilité est un problème grave au Cameroun. Donc, en 2020, l'hôpital gynéco-obstétrique va ouvrir une unité d'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire la fécondation in vitro et l'insémination. Une présentation de la structure sanitaire a permis de comprendre son fonctionnement et mieux connaître ses démembrements. Et à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, cette fois-là, on a assisté plutôt au conseil d'administration. Au menu, il était question de parler du budget, mais aussi du renforcement des capacités du personnel. Raksha Basek Yenna, Serge Alanziebou. Pour améliorer les conditions des travailleurs et accélérer les projets de réadaptation, un budget pour 2020 a été voté lors de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Un budget alloué à 4 programmes. Ce budget, programme, je vais dire, au sein de cette institution, va supporter un certain nombre de programmes. 3 programmes techniques et un programme transversal. Les programmes techniques portent sur la prévention de la maladie, la promotion de la santé et la prise en charge des cas. Alors que le programme transversal porte essentiellement sur la gouvernance. Des travaux qui mettent en branle plusieurs problèmes que connaît l'hôpital gynéco de Yaoundé. La mise en place de l'IRM qui est essentielle aussi pour notre cible parce que c'est un appareil qui émet beaucoup moins ou presque pas les rayons ionisants. C'est un appareil qu'il nous faut absolument. Nous avons aussi besoin d'un échographe cardiaque avec l'astrographie. Des problèmes qui peu à peu trouvent des solutions, mais nécessitent tout de même un coup de main. L'hôpital a été construit à un moment donné, mais très vite il a été dépassé par la fréquence, la fréquentation des populations, des malades, et finalement nous nous retrouvons à l'étroit. Avec l'amélioration du budget par rapport à l'année 2019, la restructuration des laboratoires et la bonne répartition des services au sein de l'hôpital, l'année 2020 s'annonce pour l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé positive. La terre a tremblé dans une partie de l'Afrique centrale hier et dans un communiqué venu du Gabon, le ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat parle d'un séisme dont l'épicentre est situé à 90 km de Santo Antonio, c'est Sao Tomé et Principe, est survenu à 204 km de Libreville. Et selon les données recueillies, ce séisme mesuré à l'échelle de Richter était de 5,5 à l'épicentre, de 3 à Santo Antonio et 2 à Libreville. Et d'après ces données, ce séisme représente un niveau de danger très faible, aucun dégât matériel ou humain. Ce n'est pas la première fois que le Gabon a vécu un séisme pareil. Il y a eu de cela 15 ans que la terre a tremblé au Gabon. Et dans le sud de Cameroun, la terre a également tremblé et cela a suscité de nombreuses réactions, parmi lesquelles le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Je vous propose quelques réactions au micro d'Ambroise Fogui. La terre étant couchée au canapé, comme un peu comme la voiture qui dame souvent, on appelle ça quoi, le contact pour le boudon là, qui presse souvent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, j'étais allongé là tout à l'heure et puis j'ai senti une secousse. Si j'étais sur le lit, j'ai senti le mur bouger. C'est tout ce que j'ai pu ressentir. Je croyais d'abord que c'était un camion qui passait là. J'ai arrêté la télé parce que j'étais en train de visionner. Oui, à peine 10 minutes, j'étais couché sur le lit, je suivais le tremblement là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est passé en 2 fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vécu dans mon bureau ce phénomène. J'ai d'abord cru à un rêve, mais en réalité, la terre a effectivement vibré.
Je l'ai senti ici dans mon bureau à travers le bruit des meubles. Et c'était aux environs de 16h26, 16h28. Alors, pour être sûr que je ne rêvais pas et que je n'étais pas la seule personne à avoir senti cette sensation de tremblement de terre, je suis sorti. J'ai rencontré monsieur le secrétaire général et pratiquement le personnel des services du gouverneur qui ont confirmé avoir eu la même sensation. Aussi la peur dans le ventre qui habite les habitants du quartier Niala. Nous sommes dans la région du littoral, à Douala précisément. Comment, quand est-ce que ces balles sont entrées dans les domiciles de ces riverains? Élément de réponse avec Robert Charles Itok, Thierry Nana. Un impact de balles sur le toit. Nous sommes au domicile de M. Bell au quartier Niala. Entrée école. Un moment de frayeur pour ce chef de famille. Un bruit fracassant sort de la toiture. Je suis un peu surpris. Dès que je me retourne comme ça, je trouve une balle de petit calibre qui est logée quelque part. Pour comprendre le phénomène, nous nous rendons chez le chef de 3e degré du quartier Niala 3. À notre grande surprise, lui aussi aurait le plafond et la toiture perforés par une balle de fusil de guerre. J'ai suivi un bruit un peu fracassant qui a traversé la tôle, le plafond et puis la balle est tombée. En caméra, un doigt accusateur est pointé vers le champ de tir du génie militaire situé à quelques kilomètres des lieux. C'est donc pour rassurer les riverains de leur non-implication qu'une enquête conduite par le commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire est descendue sur le terrain. Après prélévation des impacts et vérification des trajectoires, les premiers résultats sont connus. Les traces sur la tôle et le deuxième impact au plafond. Nous voyons la direction de la balle. Et à quelle force, avec quelle force on peut avoir une telle perforation. À 3000 mètres d'ici, une telle balle ne peut pas avoir une puissance perforatrice de ce niveau. Pour encourager les riverains à toujours poursuivre leur collaboration avec les forces du maintien de l'ordre, une rencontre avec le chef du quartier et quelques riverains a permis de dissiper les doutes encore existants. Je vous prie de passer le message à vos populations d'être de plus en plus vigilants et même en cas de bruit d'armes, alerter le chef qui pourra rendre compte. Si la non-implication des forces du maintien de l'ordre est prouvée dans cette affaire, la recrudescence du grand banditisme, quant à lui, est pointée du doigt comme première cause de la présence de ces impacts de balles dans les domiciles. Affaire à suivre. Et puisqu'on parle d'insécurité, la consommation de l'alcool et des stupéfiants prend des proportions inquiétantes dans la ville d'Ambam. Le sous-préfet est descendu sur le terrain pour sensibiliser ces populations, surtout en ces moments où l'insécurité est grandissante. Reportage signé Yasser Trésor Tanon et Narcisse Enama. C'est une descente musclée du sous-préfet d'Ambam et son état-major dans les grands quartiers de cette localité pour mettre fin à la consommation abusive d'alcool, des tramols, du chanvre indien et d'autres stupéfiants. Les raisons évoquées, sécuriser toute la localité en vue de mieux préparer les fêtes de fin d'année. Il est également noté que plusieurs cas de sorcellerie ont été dénoncés et l'autorité frappe du poing sur la table. Il est question de ramener la plupart vers nous pour qu'elles puissent changer en tendant la main, pour que ces populations qui sont déjà ancrées dans cette histoire-là puissent la saisir. J'ai dû les sensibiliser et je crois qu'ils ne seront pas surpris au cas où la machine de l'État arrive à se dérouler sur eux. Une initiative appréciée par les populations qui n'ont cessé de lancer les SOS depuis que le mal perdure. Plusieurs activités illicites menées par des jeunes sont dénoncées par les chefs de bloc et des mesures sont aussitôt prises par les pouvoirs publics. Parce qu'elle n'a parlé que des choses que nous reconnaissons. Il n'a pas parlé de quelque chose que nous ignorons. Ce qu'il a dit est quelque chose que nous vivons ici dans le quartier. Oui, les jeunes,
nous leur disons de ne pas fumer, de ne pas boire. Le sous-préfet d'Ambam tend la main aux jeunes et leur demande de se conformer. Les hors-la-loi, quant à eux, seront frappés selon les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Toujours dans ce 13h, le Conseil national de la publicité a tenu hier dans la ville de Yaoundé sa première session ordinaire et extraordinaire. Les travaux présidés par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, ont porté sur le projet de décret d'application de la loi sur la publicité du tabac. Alain Gislan Kanga et Serge Alain Ziebou pour le reportage. Session ordinaire et extraordinaire du Conseil national de la publicité ce 19 décembre à Yaoundé. À l'ordre du jour, le projet de décret d'application de la loi sur la publicité sur le tabac et ses produits et le respect des règles d'éthique et des déontologies des opérateurs. Les dérives habituellement observées ici sont le fait d'un certain nombre d'opérateurs qui exercent sans droit, sans autorisation, sans agrément du ministère de la Communication, parce que c'est une obligation légale. Nous observons aussi un certain nombre de campagnes publicitaires qui ne sont pas signées, parce que ce qu'il faut rappeler ici, c'est que les annonceurs ont l'obligation de faire signer leur campagne par les agences conseils, qui sont les seules habilitées à concevoir les campagnes. Les travaux présidés par le ministre de la Communication ont également porté sur la question du renouvellement des agréments pour le compte de l'exercice 2020, mais aussi la situation des finances du Conseil. Politique municipale et législative de février 2020 au Cameroun. La vice-présidente du Conseil électoral était à Mbalmayo et Ngoumou hier. C'est dans la région du centre. Elle a remis du matériel électoral au démembrement d'Elections Cameroun tout en saluant la collaboration de tous les acteurs du processus électoral. Janice Kamga et Serge Alain Ziebou. Réception et essai des isoloirs et des urnes dans la Meufou et Akono. Ngoumou, transformé en laboratoire des élections, les équipes d'Elecam comme des cobayes testent le matériel destiné au double scrutin du 9 février 2020. Ils s'apprêtent à distribuer les cartes. Certaines sont déjà distribuées, les cartes commencent à venir. Ils ont reçu le matériel électoral, le gros matériel. Le reste est en train d'être acheminé petit à petit dans les antennes. La vice-présidente du conseil électoral apprécie le chemin parcouru jusqu'ici. Mention bien pour les équipes de terrain. Le travail a été fait de manière professionnelle. Si nous devions décerner une note, vraiment je crois que toutes les antennes de l'ECAM ont au moins 15 sur 20. Des écueils sont évoqués, quelques erreurs humaines et l'énergie électrique qui fait souvent défaut ici. Dans l'Union ESSO, par exemple, on nous a fait état justement de ce problème qui a empêché, par exemple, que Akwai Mana travaille de manière organisée comme il l'avait prévu. À noter la prévenance de certaines autorités administratives qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Certains acteurs politiques seraient même à féliciter. Il y a eu par exemple des erreurs humaines, les orthographes sur les noms qui ont été écorchés. Ils sont venus vers nous, ils nous ont demandé de modifier tout simplement. Apolline Marie et Kobena Amougou s'en retournent satisfaites. Toutefois, pour la suite, elle invite ses troupes à plus de sérénité, de vigilance et d'ardeur au travail. Ouvrons à présent une autre page consacrée aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Le ministre du Commerce était à Eboulova, dans le sud Cameroun. Luc Magouambarga Atangana était là pour lancer l'opération Noël pour tous, mais aussi inaugurer le complexe des magasins témoins construit par la mission de régulation des approvisionnements en produits de grande consommation. Ambroise Foguet. Coupure du ruban symbolique par le ministre du Commerce Luc Magouambarga Atangana,
et la ville de Bolova son cadeau de Noël. Un complexe magasin témoin de vente promotionnelle. Je ne veux pas entendre que dans la région du Sud, pas plus ailleurs qu'au Cameroun, qu'il y a pendant la période des fêtes pénurie de tel ou tel produit ou hausse des prix sur telle ou telle spéculation. La mission de régulation des approvisionnements de produits de grande consommation MIRAP dans le Sud, c'est déjà 60 marchés témoins périodiques organisés avec 64 organisations de producteurs et des opérateurs économiques. Pour un volume d'approvisionnement de 1170 tonnes de produits de grande consommation, correspondant à une valeur transactionnelle de près de 289 millions. Avec l'accroissement des partenaires, les exigences de lutte contre la vie chère et la demande sociale de voir ces actions inscrites dans la permanence, la MIRAP fait un saut qualitatif. Il était temps que la MIRAP migre des marchés témoins périodiques vers les magasins témoins de vente. Un bâtiment flambant neuf et à l'intérieur, des ménagères et vendeurs comme des poissons dans l'eau. Au marché, nous vendons la viande 1 kg avec os à 2300 et 1 kg sans eau à 2800. Mais ici à la MIRAP, nous vendons 1 kg avec os à 2000 et 1 kg sans os à 2300. Ici, c'est passable par rapport au marché. Les fêtes s'annoncent bien pour le panier de la ménagère des Bolova, mais à une condition. Éloigner ces Bayam Salam tous azimuts et toujours à l'affût. Et pour de belles fêtes, les sapeurs-pompiers au chevet des familles de leurs frères d'armes disparus. La cérémonie d'arbre de Noël a été organisée hier au quartier général à Yaoundé où des denrées alimentaires ont été remises aux épouses et enfants des disparus. Janice Kamga et Serge Alanzibou. Des sacs de riz, des consommables et autres produits de première nécessité. C'est le paquet minimum destiné à ces épouses, ces enfants qui ont perdu leurs parents sapeurs-pompiers. Le commandement du Corps national des sapeurs-pompiers, dans ses bottes de Père Noël, apporte à travers ses cadeaux un soutien psychosocial et matériel à la veuve et l'orphelin. La perte d'un chef de famille crée, n'est-ce pas, une perturbation au niveau psychologique et au niveau matériel aussi, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la famille visée. Et c'est pour ça que malgré leur départ, le Corps national de sapeurs-pompiers reste encadré les familles de nos collaborateurs qui ont servi ce pays. Une cérémonie de dons et offres devenue traditionnelle ici. Les familles accueillent ces cadeaux à bras ouverts et les perçoivent comme une bénédiction. Cette cérémonie nous rappelle que nos époux ont vécu, ont travaillé au Corps national des sapeurs-pompiers et même s'ils sont morts, ils ne sont pas partis. Le temps d'une après-midi, les souffrances sont atténuées. L'action sociale au profit des familles est une façon de combattre la vulnérabilité, la détresse. L'âme de Noël survit à la mort. C'est en chanson que les récipiendaires ont voulu exprimer leur gratitude. Nous vous disons merci. Autre sujet, détecter des talents, préparer les élèves aux différents examens officiels et aux compétitions interscolaires. C'est l'objectif des compétences interscolaires qui viennent de se dérouler à Bouda, c'est dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Et pour une première édition, le bilan est plutôt élogieux. Robert Chalitok, Marius Ngassa. Après Baba Diouf, Galim, Bacham et Bouda, la délégation départementale de l'éducation de base pour les Bamboutos a organisé à la place des fêtes de Bouda la finale départementale des compétences interscolaires présidée par le préfet de cette circonscription administrative. Une compétition qui regroupe les meilleurs de chaque bassin pédagogique pour sortir le meilleur qui sera le représentant départemental au niveau régional. Trouver des thèmes appropriés pour essayer d'implémenter davantage les nouveaux curricula dans le département. Et c'est pour cela que pour le faire, nous avons pensé que le thème approprié, l'expression appropriée, c'était la compétence interscolaire de base. Une démarche qui entre en droite ligne avec le nouveau curricula de l'enseignement de base qui vise à détecter les talents, à préparer les élèves aux examens officiels et aux compétitions interscolaires tout en assurant la promotion de la culture et du bilinguisme.
Ils étaient plus de 200 apprenants à compétir dans les différentes disciplines et pour cette première édition, le bilan est élogieux. Et toujours dans le cadre de la formation, la deuxième réunion de coordination des comptables publics s'est ouverte hier à Garoua, c'est dans le Nord Cameroun. Le ministre des Finances veut, à travers cette rencontre, procéder au renforcement des capacités des acteurs en charge de la comptabilité dans les collectivités territoriales décentralisées. Junior Oussin, Aïssatou Bouba. La comptabilité publique dans le contexte de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Gage de reporting comptable et financier de qualité, c'est le fil conducteur des travaux de cette deuxième réunion de coordination. Le ministère des Finances veut renforcer la coordination des comptables de la circonscription financière du Nord. La région du Nord, comme ça a été dit en salle, à la fois par le trésorier prieur général lui-même, par nous et par le secrétaire général, et une réunion qui tient depuis plusieurs années le veau du pavé dans l'administration du Trésor et au plan comptable. Ils sont majors, donc comme ils ont dit, ils ont reçu les Pi d'or en 2017, en 2018. Ils sont aussi encore valablement en course pour 2019. Au niveau national, le Nord continue de présenter de bons résultats. La première place revient au comptable de cette circonscription. Le bilan est globalement satisfaisant. Vu les notes que la fédération nous a attribuées jusque-là, parce que nous sommes appuyés sur des critères très clairs, sur les critères sur lesquels on s'engage en début d'année. Jusque-là, les voyants sont bons, les voyants sont verts. Donc globalement, tout se passe bien jusque-là. Les travaux de Garoua permettent ainsi aux comptables du Nord de présenter leurs préoccupations à la hiérarchie. La prochaine réunion de coordination va permettre d'évaluer les travaux. Et puisqu'on parle de travaux, le ministre des Travaux des marchés publics était sur le terrain depuis hier dans la ville de Yaoundé. Ibrahim Talba Malla inspecte les grands chantiers en cours dans la capitale pour en apprécier le taux d'exécution. Plus de précisions avec Alain Gislan Kanga et Samuel Boni. Opération supervision des chantiers en cours du ministre des marchés publics. Première escale, quartier Olembe à Yaoundé, sur le chantier des 10 000 logements sociaux encore en construction. Le patron des marchés publics découvre ici un problème d'épuration d'eau. Au moment de la réalisation, on met en moyenne peut-être 4 ou 5 mètres carrés. Plus tard, c'est ça. Pour pallier le problème, de nouvelles stations d'épuration ont été installées. Après avoir évalué l'état d'avancement des travaux, direction Ntui. Ici, la poussière a laissé place au bitume. La route de Batinga-Ntui prend progressivement forme. Pour MAG, on est vraiment à la fin du chantier puisqu'on s'est prononcé sur la pré-réception provisoire. Donc c'est en phase d'achèvement. Pour GFF, ils sont à le lot numéro E4, ils sont à 70%. Donc il reste juste la clôture d'une bonne phase de chaussée. Pour une exécution du béton bitumineux, ça serait circulable prochainement, peut-être au mois de janvier ou même début février. Satisfaction du ministre des Marchés publics qui a apprécié la réalisation du pont sur la Sanaga. Le pont sur la Sanaga est une merveille. Nous sommes en train de découvrir quelque chose d'assez non seulement moderne mais pointu. Et nous souhaitons voir cette fin de projet de telle sorte que les populations puissent traverser plus aisément qu'à notre temps. Nous avons eu l'expertise et l'expérience de traverser les deux bacs pour aller de l'autre côté. Le taux d'exécution des travaux s'élève à 95%. C'était un moment solennel hier à Yaoundé, au quartier général et à l'école supérieure internationale de guerre. Nommés récemment par le chef de l'État, les nouveaux commandants ont pris fonction dans leurs brigades respectives. À la brigade du quartier général, c'est le colonel James Michel Mbans. Et à l'école de guerre, le nouveau commandant est le colonel Ndjonkam Pierre. Je vous propose d'ailleurs quelques temps forts de cette prise de fonction. À mon commandement, portez, homme, rendu, homme, bon.
brigade du quartier général à mon commandement. Ok. Observe. Avec ces belles images que nous mettons un terme à ce 13h à l'édition. Carole Yemelon, Béatrice Ngamo. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine. Mais avant 15h30, c'est Écho des régions. 19h50, Aimé Catherine Moukouri et Alain Gislankanga seront des vôtres pour le grand format du soir. Excellent week-end à tous.